C'est un privilège et un honneur pour moi de pouvoir dire quelques mots à l'occasion de l'ouverture de cette belle manifestation scientifique. Je vais structurer mon propos en deux points, comme on le fait souvent entre juristes. D'abord, pour vous dire quelques généralités peut-être sur l'ambition que nous portons dans cette université, dans cette ville, dans cette métropole, dans cette région, et puis venir quand même un petit peu sur le fond de ce beau sujet, même si je suis radicalement incompétent pour m'exprimer là-dessus. Alors, d'abord sur cette université, moi j'ai plaisir à vous accueillir ici à Lille, dans cette université de Lille en construction, même si les précédents d'autres universités fusionnées ne sont pas toujours forcément à l'aune de ce qu'on peut en espérer, mais cette université que nous sommes en train de construire est porteuse d'une grande ambition. Comme j'ai coutume de le dire, quand vous regardez une carte d'Europe, vous voyez Paris, vous voyez Bruxelles, vous voyez Londres, vous voyez Louvain, vous voyez Gand. Vous ne voyez pas beaucoup Lille pour l'instant sur la carte universitaire. Et mon ambition, notre ambition collective, c'est que la grande université de recherche, la grande université d'innovation pédagogique, la grande université au service de ses étudiants, de leur insertion professionnelle et de leur avenir, au nord de Paris, ce soit Lille et pas simplement Louvain, quelle que soit l'amitié que j'ai pour nos collègues belges avec lesquels je partage beaucoup de points communs. Donc c'est cette ambition forte que nous portons, c'est compliqué. Nous sommes lancés dans un processus difficile qui a déjà été entamé depuis 3 ans et nous nous nourrissons de l'expérience de nos prédécesseurs. En particulier, et je salue mon collègue et ami Xavier Philippe, en particulier l'expérience de nos collègues d'Aix-Marseille qui ont connu une fusion qui s'est produite à l'envers de ce que nous faisons. À Aix-Marseille, comme à Strasbourg d'ailleurs, un beau jour, le président a dit « Allez, hop, on fusionne ». Et donc les 3 universités se sont rassemblées. Bon, il y en a une qui a mangé les 2 autres, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe, et on a réglé les problèmes après. Résultat, les problèmes continuent, aujourd'hui encore, dans un certain nombre de catégories de personnel concernés. Nous avons choisi de procéder d'une façon inverse, c'est-à-dire de régler les problèmes d'abord, d'essayer de régler les problèmes d'abord, pour fusionner ensuite. C'est la raison pour laquelle nous avons fixé une date d'échéance qui sera le 1er janvier 2018 pour procéder à cette fusion, en espérant que d'ici là, nous aurons régler la plupart des difficultés qui sont évidemment nombreuses. Je ne résiste quand même pas au plaisir de vous en citer une ou deux parce que ça fait quand même notre quotidien. Comment faites-vous pour harmoniser 3 régimes indemnitaires différents ? Vous avez dans un même futur établissement des personnels de telle catégorie qui touchent 250 € de prime par mois, les autres c'est 320 et les quatrièmes c'est 410. Comment vous faites ? Ah, évidemment, ce que les uns et les autres disent, il n'y a qu'à harmoniser par le haut. Bon, alors si vous harmonisez par le haut, évidemment, ça a une conséquence directe en termes de coût de facture globale pour l'université en création, ce qui lui empêche par ailleurs de mettre en œuvre l'ambition qui est la sienne dans d'autres domaines. En tout cas, cette manifestation scientifique ici s'inscrit, je crois pouvoir le dire, dans cette ambition que nous portons, s'inscrit dans cette ambition d'excellence qui est la nôtre. Nous voulons être une université de premier plan et je pense que ce type de manifestation doit y contribuer. Et permettez-moi quand même de remercier chaleureusement Muriel Hubeda-Sayar, qui est la cheville ouvrière de cette manifestation scientifique. Et elle a bien du mérite parce que je la harcèle en tout bien tout honneur, je tiens à le rappeler, mais je la harcèle d'un point de vue professionnel puisque je l'ai convaincue, je pourrais vraiment laisser le choix, d'accepter des fonctions de vice-président de l'université. Elle s'occupe des affaires juridiques et institutionnelles et ça boucle la boucle, elle pilote le travail de rédaction des statuts de la future université de Lille, ce qui est évidemment, vous l'imaginez bien, une opération extrêmement complexe. Donc merci beaucoup pour l'organisation de cette manifestation scientifique dont je voudrais insister, saluer la dimension internationale. C'est aussi essentiel. Nous devons être plus ouverts sur notre environnement, sur l'international. Et permettez-moi donc de saluer, même s'il n'est pas encore arrivé, notre collègue Philippe Sands, qui est le co-organisateur de cette manifestation, et puis en particulier Peter de Baan, directeur du secrétariat du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à Lille pour cette manifestation. Sur le fond, deuxième partie. Quelques mots. Alors, j'ai lu avec intérêt le thème. Après les atrocités de masse, quelle reconstruction individuelle ?
Comme d'habitude, quand j'ouvre une manifestation scientifique, enfin quand je comprends le titre, parce que quand c'est en chirurgie dentaire ou en médecine, ce n'est pas le cas, mais j'essaie de qualifier les termes. Alors, atrocité de masse, est-ce que c'est une notion juridique? Et d'une. Reconstruction, individuelle ou nôtre, est-ce que c'est une notion juridique? Et de deux. Bon. Alors, souvent, je dis du mal du droit international. Souvent, je dis que le droit international, ce n'est pas vraiment du droit. Bon. Notre vieux maître, François Leroy, nous disait le droit international, il est lacunaire, hétérogène et stratigraphique. Bon. Encore une nouvelle preuve. Mais, ceci dit, il y a, je crois, là-dessous, une vraie réflexion de fond et qui est inhérente à toute réflexion de juriste, à un moment donné, dans sa vie ou dans sa réflexion juridique. Quelle est la vocation du droit? Face à ces événements, qui ne sont pas qualifiés, je le répète, mais pour lesquels on peut faire entrer beaucoup de réalités, à la fois génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité, acte de terrorisme, je l'imagine, situation des migrants. Rappelons quand même que la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière du monde. Est-ce que ça rentre aussi dans ces atrocités de masse? En tout cas, quelle est la vocation du droit par rapport à ces événements? Mais quand vous êtes avocat, ce que je ne suis pas, omis du tableau depuis que je suis professeur, mais quand vous êtes avocat, vous êtes confronté en permanence à cette réalité. C'est-à-dire que le droit est conçu comme un instrument de, non pas de reconstruction, mais de réparation. Et on peut faire d'ailleurs ici un parallèle entre le droit et la médecine, droit et santé. La chirurgie peut être réparatrice, elle peut être reconstructrice. Quand elle est reconstructrice, c'est que c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que le préjudice subi est tel qu'on ne peut pas se contenter de modifier à la marge, d'améliorer. Il faut reconstruire dans son ensemble. C'est un peu la même logique qu'on retrouve ici. Le droit doit-il simplement réparer? Le peut-il? Quels sont les instruments qu'il utilise pour réparer, pour indemniser le préjudice? Parce que finalement, tout ceci revient toujours à des questions de gros sous. Tout est tarifé. Ce n'est pas au doyen Bossu que je vais dire, ce n'est pas lui qui va nous dire le contraire, à la fois en matière de droit social, mais plus largement de droit de la responsabilité civile, de droit de la responsabilité médicale, où un doigt c'est autant, un bras c'est autant, 3 mois d'hospitalisation c'est autant, tout est tarifé. Bon. Donc la réparation, elle est conçue sur un plan indemnitaire, tarifaire, et pas véritablement sur un plan, comme vous semblez l'imaginer ici, de reconstruction et précisément de reconstruction individuelle. Je crois que c'est ça qui fait toute la richesse de cette approche. Je salue notre collègue Julien Fernandez qui nous rejoint avec retard, mais on l'accueille avec bonheur. Bon, il est ici chez lui, il le sait bien. Cher ami, vous venez de me faire perdre le fil de ce que j'étais en train de dire, je vous remercie beaucoup. Donc c'est toute la richesse de cette approche où effectivement on dépasse, je crois, cette idée de réparation et de réparation en argent pour essayer d'appréhender autre chose. Et je pense que vous allez devoir définir ces thèmes-là, reconstruire comment le droit peut-il être un outil au service de cette reconstruction individuelle et collective. Et c'est évident que les deux éléments sont étroitement corrélés dans des événements de cette nature. Donc bravo pour avoir eu l'idée de cette manifestation scientifique, bravo pour avoir rassemblé autant de jeunes esprits qui sont autant d'éponges intellectuelles, hein, pour le reste c'est votre vie privée, propre à apprendre des choses. Et encore merci à tous les intervenants qui ont fait l'effort de venir jusqu'ici aujourd'hui pour nous apporter leur lumière et leur science. Désolé de ne pas pouvoir rester avec vous. Malheureusement, les obligations de ma tâche sont ce qu'elles sont, mais sachez que j'aurais bien profité de ce colloque. Merci infiniment. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chers collègues, Madame, Monsieur, je suis moi aussi très heureux d'ouvrir cette journée d'études consacrée donc aux reconstructions individuelles après des atrocités de masse. Alors c'est l'occasion pour moi de saluer une nouvelle fois l'importance de la recherche au sein de cet établissement, en particulier pour cette manifestation dans le cadre du Centre de recherche droit et perspectives du droit, et plus particulièrement l'équipe de recherche en droit public. Et je salue notre collègue Patrick Monnier qui est ici présent. C'est l'occasion aussi pour moi, bien sûr, de remercier en particulier Madame la vice-présidente Muriel Hubeda-Sayar, notre chère collègue,
qui, malgré toutes ses fonctions extrêmement importantes à l'université, consacre encore beaucoup de temps à cette maison et en particulier à la recherche. Et c'est ça qui est, me semble-t-il, fondamental pour nous. Alors ce colloque, c'est l'occasion donc de réfléchir sur les reconstructions individuelles après des atrocités de masse. Alors on songe bien sûr aux crimes du Troisième Reich, au génocide rwandais, arménien, soudanais, sans oublier les années où au cœur de l'Europe, les Serbes pratiquaient l'épuration ethnique en toute impunité pendant que nous commémorions la Shoah en répétant plus jamais cela. Alors peut-on, c'est le thème finalement, peut-on réparer ces crimes qui semblent a priori irréparables ? Alors fort naturellement, en réfléchissant à cette question, la première réponse que j'ai envie de formuler, moi qui ne suis pas du tout spécialiste de cette question, c'est de se tourner vers la sanction pénale. Sanction pénale, on a envie de dire, qui doit frapper les chefs de guerre, les dictateurs assez avides de pouvoir pour commettre des crimes aussi odieux. Alors la sanction pénale, évidemment, elle peut d'abord être perçue comme le moyen permettant de châtier l'auteur d'un crime. Au fond, parce que le crime ne semble être qu'imputable qu'individuellement, la sanction ne pourrait concerner que des individus. C'est sur cette base notamment qu'a été promue au procès de Nuremberg la responsabilité pénale individuelle au plan international, lorsqu'il a été affirmé, je cite, « Les infractions en droit international sont commises par des hommes et non par des entités abstraites. Ce n'est qu'en punissant les auteurs de ces infractions que l'on peut donner effet aux dispositions du droit international. » Mais on perçoit tout de suite les limites d'une telle analyse, car elle rend finalement la sanction dérisoire face à l'énormité des crimes commis. La punition infligée à l'individu est en effet sans proportion par rapport à la tragédie des crimes. En réalité, face à un crime de masse, la sanction prononcée par un tribunal international ne vise pas seulement à châtier un coupable et à définir des mesures de réparation. La justice pénale s'intéresse non seulement au crime, et au crime pas seulement en tant qu'il est imputable à un agent, mais aussi parce qu'il est sans aucun doute l'effet de causes externes à une seule personne. La valeur du procès tient en réalité ici à ses effets sociaux. Alors, il y a deux effets sur lesquels j'aimerais insister. Premier effet, c'est rendre public l'étendue des crimes, en constituer un récit historique, former une mémoire partagée. On sait que, par exemple, par le procès de Nuremberg, beaucoup d'Allemands ont appris l'existence des camps de la mort. La mise à jour de responsabilité collective, des degrés de responsabilité dans les chaînes de commandement politique et militaire s'avère finalement nécessaire à la compréhension du passé. Deuxième effet, me semble-t-il, du procès pénal dans ce cadre, et on est au cœur là probablement de votre journée, réconcilier les parties, contribuer à une refondation du lien social et des institutions propres à un état de droit. Les crimes contre l'humanité, les massacres à grande échelle, brisent en effet les relations de confiance, la base morale de la société, ainsi que la solidarité sociale. Comment peut-on arriver dans un tel contexte à un consensus, à une interprétation unique et partagée du passé récent de la société ? Eh bien, le procès va peut-être permettre de raviver le lien social en éveillant une indignation collective face aux crimes. La justice va chercher à comprendre les causes des violences, elle va enquêter sur les violations des droits de l'homme et établir les responsabilités qui en découlent. L'objectif, c'est finalement d'aider les sociétés traumatisées par la violence à faire face à leur passé de façon critique, afin de sortir de leur crise profonde et éviter que de tels faits se reproduisent dans un proche avenir. Dans ce cadre, le rôle donné aux témoins et aux victimes favorise la reconnaissance sociale. Ces éléments sont essentiels, me semble-t-il, pour renouer le lien social. Une transition entre les atrocités de masse propres au régime déchu et la construction d'un état de droit, d'une société civile stable, pacifiée, implique en effet d'affirmer la valeur des vies individuelles, donc de reconnaître les victimes,
qui deviennent en quelque sorte des agents moraux. Elles vont permettre ces victimes de raviver le lien social dans une communion produite par une indignation partagée contre le crime et son auteur. Et finalement, c'est là tout le mérite de cette journée d'études, c'est de montrer que les reconstructions individuelles vont permettre d'abord et surtout et également une reconstruction collective. Alors j'imagine que ces éléments-là vont être au cœur de vos réflexions. Avant de vous quitter, parce que moi aussi je suis malheureusement pris par un certain nombre d'obligations, je voudrais remercier une nouvelle fois les organisateurs de cette belle manifestation, en particulier Madame la vice-présidente. La qualité des intervenants, la richesse du programme laisse présager une journée particulièrement stimulante. Donc excellent colloque à tous. Alors, mon président me dit pas long. Alors, pas long, mais quand même. Pas long, mais quand même. C'est très important, les remerciements, vous savez, en fait. Moi, toute seule, je ne peux rien faire. Hein. On me remercie, c'est très gentil, hein, je suis très honorée. Mais en réalité, cette journée d'études, elle n'aurait pas existé sans le soutien. Alors, tout d'abord, le soutien de mon président. Il faut quand même le dire, hein, de mon président, du conseil scientifique de l'université, qui nous donne les moyens financiers d'organiser ce genre de manifestation. Le soutien de mon doyen, qui permet évidemment qu'on utilise ce magnifique amphithéâtre Cassin pour organiser des colloques. Le soutien des co-directeurs de l'équipe de recherche de droit public, dont un est présent juste devant moi, Patrick Meunier, celui qui présidera cet après-midi les débats. Voilà, donc merci à tous les trois de votre confiance et de votre soutien, notamment financier, bien sûr, puisque on en revient toujours là. Ensuite, alors, ça n'est pas pour rien que le président est président. Il est le premier d'entre nous. Et donc, évidemment, il a tout de suite pointé du doigt, alors qu'il n'est pas internationaliste, il a tout de suite pointé du doigt les failles, peut-être, de cette journée. Des juristes, oui, c'est ça. Donc, les failles de cette journée. Alors, j'en dirai un mot tout à l'heure, puisque doyen et président sont pressés, mais voilà, évidemment, quand on est dans une analyse pluridisciplinaire, il y a toujours des failles. Ce sont des failles que j'assume, j'en reparlerai tout à l'heure, et effectivement, dans l'articulation entre la deuxième partie de journée, reconstruction individuelle pour une reconstruction collective, il y a un flottement conceptuel, bien sûr, mais c'est tout le problème que d'allier la psychanalyse, la philosophie du droit, le droit international pénal, le droit international public. Pour que ça prenne, pour que la mayonnaise prenne, bien évidemment, il faut recourir à certains subterfuges et je les assume. Alors ensuite, cette journée n'aurait pas existé sans un jeune homme de 83 ans, présent juste devant moi, Monsieur Robert Culp, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, qui un jour a frappé avec son casque à vélo dans la main, je me rappellerai toute ma vie, frappé à mon bureau en me disant « Hello, I'm Robert Culp, je connais Philip Sands, est-ce que tu veux faire une journée avec Philip Sands ?» En gros, c'était ça. Et voilà. Et donc, ce jeune étudiant très, très motivé, qui m'a appris que décidément, c'est beaucoup plus fatigant de travailler avec un retraité qu'avec des gens actifs, ce jeune étudiant m'a mis en contact avec Philip Sands et nous avons réussi, avec Philip Sands, à construire cette journée autour du documentaire que nous allons visionner dans quelques minutes. Mais voilà, cette thématique de la reconstruction individuelle, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis très longtemps, depuis que je travaille sur la justice pénale internationale. Pour le dire très simplement et de manière tout à fait banale, ce qui m'intéresse, ce sont les gens, pas le droit en tant que tel, le droit au service des gens. Et d'ailleurs, je suis absolument ravie de voir autant d'étudiants dans l'amphithéâtre. Et j'en viens du coup au remerciement des personnes qui, à mon avis, y sont pour beaucoup au fait que vous soyez là. Première personne, ma complice de toujours, qui se tient là-bas, Agnès Pacoz, sans qui je ne pourrais absolument rien faire dans cette faculté, puisque c'est elle la cheville ouvrière de toutes les manifestations que j'organise, et qu'organise, à mon avis, le CRDP aussi. Hein. Donc Agnès Pacoz, merci. À la technique, entre guillemets, c'est un petit peu comme au César, hein. On a monsieur Éric Fourré, qui n'est pas là, mais qui fait beaucoup pour le CRDP, et qui est la personne qui met en ligne les programmes du colloque, les inscriptions, etc. Madame Vlige, que j'ai enquiquinée hier soir jusqu'à 23h30, en lui disant « Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, diffuser un PowerPoint, etc. » qui va filmer et diffuser le film aujourd'hui. Merci, merci. Et
en dernier lieu, last but not least, les étudiants. Les étudiants sans qui, je pense, voilà, il y aurait moitié moins de monde dans l'amphi. Alors, je commence par les étudiants du Master 2 Justice pénale internationale, qui bénévolement, mais un petit peu comme quand mon président m'a proposé d'être VP, bénévolement, mais un bénévolat un petit peu forcé. Voilà, voilà. La réponse de la bergère au berger, voilà, voilà. Donc, mes étudiants qui m'ont dit « Ah oui, formidable, on va vous aider ». Les étudiants de l'ancienne promo, où là, c'est du vrai bénévolat, parce que là, je n'avais pas de moyens de pression, vous voyez. Donc, les étudiants de l'ancienne promo qui assistent, alors, grâce à M. Swissy, nous allons voir un film sous-titré, je crois. Voilà, super. Et ceux qui viennent tout simplement assister, merci à eux, ancienne promo du Master 2 Justice pénale internationale. Mes doctorantes, Mademoiselle Manon Dozed, Mademoiselle Camille Crescent, et puis Mademoiselle Lucas qui vient en soutien de Paris-Ouest, Nanterre. Et puis alors ensuite, voilà, des jeunes que je trouve absolument formidables. Je tiens à féliciter leur action au sein de cette faculté. Les jeunes de l'association de sciences politiques ADESPOL, notamment ma correspondante, Mademoiselle Sherazade Pochet, qui, voilà, avec un dynamisme et une implication, parviennent à faire des choses formidables avec peu de moyens, tout ça étant bien sûr complètement gracieux. Donc merci à vous. Prenez note que l'année prochaine, du 18 au 20 mai, hein, on travaille ensemble pour mon autre manifestation. Donc sur ce, je laisse place au documentaire. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. J'espère que ça va vous intéresser. Et suite à cela, sans pause café, parce qu'on n'aura pas le temps, nous enchaînerons avec le débat et évidemment les questions. Et je crois même qu'on peut prendre des questions Twitter, c'est ça, ou un truc en ligne, là. Voilà, le hashtag. Bon, alors... Cela dit, vu que vous êtes là, moi je trouve que la méthode traditionnelle, je lève le doigt, je demande le micro, c'est bien aussi. Hein. Allez, bon film à tous.